je suis tout particulièrement heureux ce soir de vous accueillir, toujours aussi nombreux, et de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle année. Chacun sait combien ce rendez-vous traditionnel de notre vie républicaine nous tient à cœur. C'est pour moi l'occasion, au nom du conseil municipal, de vous exprimer la reconnaissance, le respect et l'affection profonde que je vous porte. C'est toujours avec infiniment de plaisir que je présente à chacun et à chacune d'entre vous, en mon nom personnel et en celui du conseil municipal de Dijon, les plus chaleureux vœux de bonnes et heureuses années pour vous-même et pour vos proches, puisse la santé, la réussite dans vos projets personnels et professionnels, l'enthousiasme d'entreprendre, la convivialité, moteur de la vie sociale, vous accompagner tout au long de ces 12 mois. Dans cette période de fête qui est aussi celle des mois difficiles, où les situations les plus criantes et les plus douloureuses existent et sont sous nos yeux, je veux réaffirmer devant vous mon engagement et celui de la municipalité tout entière en faveur des plus fragiles de nos concitoyens. Je suis heureux de redire aussi tout mon attachement à notre capitale régionale, cette si belle ville que j'ai le privilège et l'honneur de servir. Une capitale dont tous les Dijonnaises et les Dijonnais tirent une légitime fierté, car Dijon rayonne et tient son rang à tous égards. Ville carrefour, où se rencontrent et dialoguent les hommes et les cultures, ville en mouvement, riche en réalisations exemplaires et où foisonnent les projets d'avenir. Que 2012 apporte de grandes réussites et de grandes joies, qu'elle soit pour Dijon, pour nous, une année riche de succès, je n'en doute pas, de dynamisme et de projets. Je voudrais tout d'abord saluer plus particulièrement la présence de M. Laurent Ovitu, qui assure la traduction de mon propos dans la langue des signes pour les personnes souffrant de déficience auditive. Remercier nos partenaires institutionnels, en particulier l'État, Monsieur le Préfet, nouveau venu à notre cérémonie, que nous accueillons avec le respect républicain dû à son rang. Merci de l'applaudir. Le Conseil régional, toujours présent, mon cher François, avec toi. Et le Conseil général, pour la contribution efficace que vous apportez à nos projets et à nos investissements. Je voudrais aussi rappeler ce soir l'importance que nous attachons à la coopération, vous êtes là, entre tous les différents partenaires institutionnels, instances consulaires, organisations professionnelles et syndicales, aux nécessaires collaborations et synergies qui doivent se mettre en place dans tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs cette coopération et ce partenariat qui ont permis le remarquable développement que notre ville a connu depuis 2001. Que vous en soyez remerciés. L'année 2012, à cet égard, doit être celle de la solidarité active entre les territoires et les hommes qui y vivent. Je m'y engage pleinement avec vous. Je tiens à remercier également, vous le savez, les conseillers communautaires pour le travail accompli ces dernières années dans le fonctionnement de notre intercommunalité du Grand Dijon. Mesdames et messieurs les adjoints de la ville de Dijon, avec ce soir une pensée personnelle et particulière pour Guy Gillot qui nous a quittés au mois d'août. Et les conseillers municipaux qui, au quotidien, m'apportent leur soutien dans les démarches communes que nous menons. Aux responsables, bien sûr, et aux employés municipaux et communautaires qui œuvrent tous les jours pour fournir aux Dijonnaises et aux Dijonnais, aux habitants de notre agglomération, les services attendus. L'agglomération dijonnaise, en 2011, a gagné 1164 habitants par rapport au dernier recensement. Pourquoi? Parce que l'agglomération, impulsée par l'exemple de notre ville, à travers un vrai projet de territoire, a su renforcer son attractivité,
pour accueillir de nouveaux habitants, mais aussi offrir à ces habitants, à ces entreprises, une meilleure qualité de vie. Une qualité de vie que depuis 2001, nous nous attachons à développer pour faire de notre agglomération et de notre ville, vous le savez, une référence, une ville douce à vivre. L'objectif que j'ai assigné à Dijon est de faire de notre ville une ville et une agglomération qui protège au quotidien, une ville et une agglomération qui agissent pour avancer et qui se modernisent. Avec votre indispensable collaboration, la municipalité a mis en œuvre des projets qui changeront véritablement, c'est ma conviction, le quotidien des habitants de cette ville et du Grand Dijon. Car nous ne devons jamais oublier qu'au-delà de toute réalisation, le bien-être des habitants de notre ville reste bien sûr le fondement de notre action. Notre responsabilité est grande. Elle est grande tant les attentes de nos concitoyens sont croissantes. Nous vivons, nous le savons, des temps difficiles. Bien sûr, dus au fait de la crise économique, sociale et financière, mais aussi à cause des menaces que font peser sur nos collectivités des réformes récentes ou en cours, trop rapidement menées, sans concertation et confuses. On le voit bien en ce moment, avec l'évolution de l'intercommunalité ou avec les effets pervers de la suppression de la taxe professionnelle. Les investissements des collectivités locales ont baissé au plan national de 8% en 2010, alors qu'ils représentent près de 70% des investissements publics. Si nos marges de manœuvre continuent à se réduire, l'impact sera inévitable sur notre économie tout entière et aura donc des conséquences directes sur un sujet qui préoccupe tous nos concitoyens, l'emploi et bien sûr ses conséquences, le chômage. Mais nous ne devons pas être résignés, et nous ne le sommes pas. Jean Monnet, le père de l'Europe, disait que l'avenir n'est pas fait d'optimisme ou de pessimisme, mais de volonté. Et il faut à nos collectivités des marges de manœuvre et de la visibilité. Si la conjoncture ne peut pas nous les donner, elles doivent être trouvées dans des réformes concertées, privilégiant la justice fiscale, la péréquation, le soutien au développement local. Nous ne pouvons pas nous résoudre à avoir pour horizon une addition de recul, de diminution et de retour en arrière. N'ajoutons pas l'austérité à la crise. Chers amis, nous sommes aujourd'hui à mi-parcours du mandat municipal. J'espère, nous souhaitons tous que l'environnement national et européen de la deuxième partie de ce mandat sera plus serein, plus constructif et moins déstabilisant pour le monde local. Nous croyons, nous savons que face à ce monde incertain, nous avons besoin aussi actuellement de plus de décentralisation. Communiquer, échanger, travailler en réseau est l'un des leviers essentiels de la compétitivité et l'une des clés du succès de toute économie moderne. La métropole Rhin-Rhône, à laquelle adhère Dijon, en est une illustration. À cet égard, la présence du maire de Besançon et président de l'agglomération du Grand Besançon, avec lequel nous avons engagé un travail approfondi de réflexion visant à renforcer et institutionnaliser la coopération entre nos deux capitales, me réjouit tout particulièrement. Je tenais, mon cher Jean-Louis, à te le dire ici officiellement. Je pense qu'on peut aussi l'applaudir d'avoir fait le déplacement. Nous voulons d'ailleurs rappeler, tu ne m'en voudras pas, notre détermination à affirmer la place de Dijon et de sa région comme carrefour de l'Europe. Besançon à une demi-heure, Mulhouse à 1 heure, Bâle à 1h30, Strasbourg à 2 heures, Zurich à 2h30. Avec la mise en service le mois dernier de la première branche de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, Dijon s'ouvre les portes du Grand Est et par la même occasion renoue avec son rôle historique d'étoile ferroviaire, celle du temps glorieux du PLN. Par ailleurs, l'accessibilité de Dijon, levier majeur de développement touristique, se trouve renforcée par le développement des lignes aériennes, d'Eastern Airways, qui permettent des liaisons au départ de Bordeaux, de Toulouse, de Nantes, de Southampton,
Désormais, l'ouest de la France est aussi plus près de Dijon. Je voudrais, sur ces deux dossiers, souligner le soutien remarquable du Conseil régional de Bourgogne, toujours à nos côtés, mais aussi du Conseil général. Merci, mon cher François. Chaque ville, mesdames, messieurs, a son identité, ses caractéristiques propres, qui font qu'elle n'est semblable à nulle autre. On ne peut plus concevoir des villes isolées à l'intérieur de leurs frontières, vivant comme des systèmes fermés, retranchés sur elles-mêmes. Les villes et les agglomérations sont confrontées à des problèmes de chômage, de santé publique, d'insertion, de sécurité, que posent des questions de cohérence sociale de plus en plus préoccupantes. Notre modèle de développement n'est pas des agglomérations gigantesques qui ne sont pas des villes. Non parce qu'elles sont trop grandes, mais parce qu'elles n'ont pas d'âme. Parce qu'un nombre de plus en plus grand de leurs habitants ne s'y sent pas en sécurité ni en mesure d'accomplir ses rêves. Les villes sont au cœur des défis qui découlent des modèles actuels de développement. Dans le cadre de la mondialisation, les questions qui se posent au niveau global se posent en même temps au niveau local. Chacun en fait l'expérience au quotidien. La ville a changé. Les questions urbaines et périurbaines ont changé en 50 ans. Et ce que nous attendons d'elle aujourd'hui, de la ville, est différent. Parce que la ville est traversée par toutes les questions et les préoccupations du temps. Qu'il s'agisse des questions de logement, du transport, de l'énergie, des questions sociales, éducatives, des questions d'intégration, d'équilibre des richesses ou encore d'emploi. Penser la ville aujourd'hui exige que l'on pense cette diversité et que l'on prenne la mesure des équilibres et des tensions qui la traversent. C'est pourquoi la ville durable est une nécessité, une véritable priorité politique, à un moment où les bouleversements technologiques, climatiques ou économiques que nous traversons appellent des réponses. Et nous voulons une réponse urbaine durable. La ville de demain, c'est une ville écologique. Oui, c'est une ville écologique qui développe les actions en faveur d'un territoire respectueux de l'environnement. Après sa charte de l'environnement, le Grand Dijon a lancé son plan climat-énergie territorial, qui associe tous les partenaires, car c'est ensemble que nous ferons bouger les choses et renforce des actions concrètes en faveur de l'écologie urbaine. La mutation vers une société plus verte impacte toutes nos politiques publiques et par voie de conséquence toutes nos actions sur les territoires. Il n'y aura pas d'échappatoire. Les ressources naturelles seront à l'avenir de plus en plus rares et donc plus coûteuses. C'est pourquoi toutes les collectivités auront donc comme impératif de gérer la ressource au mieux et de responsabiliser nos concitoyens afin qu'eux aussi soient comptables de son utilisation optimale. Je pense que le travail partenarial permettra de nous donner les clés. Je voudrais, à cet égard, rappeler l'importance et la place des acteurs du territoire dans l'attente des objectifs que nous avons fixés avec le Grand Dijon. Et encore une fois, merci du soutien pour cela du Conseil régional. Mais une ville durable, c'est aussi une ville où nous circulons proprement. C'est une ville où nous trouvons des équipements pour nos loisirs, où il y a des logements pour tous, où il y a de l'emploi et des conditions favorables au développement des entreprises. Une ville où il fait bon vivre et s'épanouir. Grâce à nos efforts, l'agglomération se classe régulièrement parmi les plus attractifs de France. La collectivité, par exemple, où le prix de revient de collecte des déchets est le plus bas. Ou encore, la première ville de France de sa catégorie, et cela fera plaisir, mais elle le sait, à la présidente de l'université, où il fait bon étudier, car les villes aujourd'hui, nous le savons, sont en compétition. Nous sommes confrontés, en réalité, à une multiplicité de réponses, données à des questions tout aussi nombreuses et complexes. Il faut se soucier de gouvernance, de solidarité et de justice. Il faut traiter de territoire, d'habitat, de nouvelles formes urbaines. Il faut se préoccuper de la place que la nature occupe dans la ville, de l'innovation et des réseaux. Et toutes ces questions, nous devons les traiter ensemble. Ce chantier, qui nous engage pour plusieurs décennies, demande votre coopération. L'État, les collectivités locales, les entreprises, les chercheurs, les acteurs de la ville, mais aussi les citoyens et les associations, il faut que la ville et l'aménagement urbain durable deviennent des champs d'excellence.
Dans son ouvrage que j'ai relu dernièrement, Des villes pour une petite planète, l'architecte Richard Rogers évoque une ville, Jules, juste, belle, créatrice, écologique, accueillante, compacte et polycentrique, et surtout diversifiée. Les écoquartiers, nouvelle génération, sont la typologie de cette ville du futur, avec un équilibre inédit entre le bâti et les espaces naturels, une grande variété d'activités, une conception architecturale et technique économe en énergie et saine, des transports doux, réduisant, même si ça ne fait pas plaisir à certains, l'usage de l'automobile, et une population solidaire dans une gestion solidaire de son cadre de vie. Bref, l'enjeu final est un nouvel art de vivre ensemble et de bâtir à partir de la ville d'hier une ville contemporaine, adaptée aux usages et respectueuse de l'environnement. Notre ambition urbaine consiste donc à faire de l'agglomération une agglomération écologique de référence en France. Et pour répondre à cette ambition, la cohérence des projets urbains et la politique des transports est déterminante, en faisant aussi le choix du renouvellement urbain plutôt que de l'extension de la ville. Dijon et son agglomération affichent leur volonté, celle d'une agglomération qui limite son empreinte écologique. Notre vision de la ville, mesdames, messieurs, est globale. Elle est cohérente, mais elle est aussi transversale. Il faut le rappeler d'autant plus que la ville d'aujourd'hui, vous le savez, est en chantier. L'année dernière, j'entendais des murmures quand j'ai dit ça. Je les entends moins cette année, c'est bon signe. D'ailleurs, ça va bientôt se terminer. Aux contraintes inévitables engendrées pour les usagers de l'agglomération et qui pourraient en décourager certains. Il faut alors, et nous comptons sur vous, expliquer et réexpliquer sans relâche l'un des objectifs essentiels qui fondent notre stratégie urbaine. Cet objectif associe mobilité, accessibilité, production de logements. Je prendrai pour exemple le tramway, connecté au TER et au TGV, avec la valorisation du site de la gare, la hiérarchisation du réseau de bus, la création de 8000 nouveaux logements dans un périmètre de 500 mètres par rapport à l'axe du tramway. Donc 4500 intégrés dans 10 nouveaux écoquartiers sur Dijon. En combinant tram, écoquartier, réseau de chaleur, Dijon est une des premières collectivités de France à s'engager à atteindre complètement les objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne des 3 x 20 d'ici 2020. Retenez ces chiffres, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en augmentant de 20% l'efficacité énergétique et en atteignant 20% d'énergie renouvelable. La période présente est bien sûr marquée, je le disais, pour l'agglomération par le chantier du tram. C'est vrai, qui va transformer de manière spectaculaire le paysage urbain et générer de nouvelles pratiques. Rarement un chantier n'aura donné lieu à autant d'échanges entre les élus et la population. Plus d'une centaine de réunions de proximité se sont succédées, secteur par secteur, certains destinés aux riverains, d'autres aux commerçants. Élus, à cet égard, je voudrais saluer le travail remarquable fait par André Gervais. Médiateurs, techniciens ont multiplié les interventions sur le terrain avec un seul mot d'ordre: écouter et tenter de traiter les problèmes au cas par cas. 2 ans de travaux pour dessiner le nouveau visage de la ville et faire entrer Dijon réellement dans le XXIe siècle. C'est le pari lancé par la communauté de l'agglomération dijonnaise. L'année 2011 a vu en effet le chantier du tramway battre son plein. C'est ainsi que les 2 lignes de cet ambitieux projet pourront être mises en œuvre dès l'automne 2012, avec 6 à 8 mois d'avance sur le calendrier d'origine. Chacun le sait, le chantier du tramway est exceptionnel par son ampleur. 19 km de voies doubles pour 2 lignes, mises en service quasi simultanément. 400 millions d'euros de travaux. 220 entreprises, dont 150 dijonnaises et côte-d'Oriennes concernées, et 4000 emplois. Il est réalisé dans des conditions de préparation qui rendent aujourd'hui son exécution sûre et efficace. La méthodologie employée en fait du reste un exemple. J'en veux pour preuve le nombre d'équipes d'ingénieurs et de maîtres d'œuvre de France et même d'Europe qui viennent nous rendre visite pour tirer profit de notre savoir-faire.
Dijon, son agglomération, sont en train de devenir des villes, des agglomérations qui auront réalisé l'ensemble de son réseau en une seule fois. C'est un véritable défi en passe d'être réussi. J'ajouterai que les 2 premières lignes de tramway, qui entreront en service, je l'ai dit, à l'automne 2012, relieront entre elles les projets majeurs, les centres majeurs d'une agglomération en profonde mutation. Tous les grands équipements, que ce soit le CHU, l'hôpital, l'université, la piscine olympique ou même le parc Valmy. Certains, c'est vrai, seraient nés avec ou sans le tram, mais d'autres lui sont directement reliés, comme par exemple la refonte complète de la place de la République et de la place d'Arcy. Dijon a cette chance unique en France, et j'allais dire en Europe, de pouvoir conduire simultanément autant de projets. Je pense aux écoquartiers, et de se servir du tramway comme d'un trait d'union entre eux, de perles dont il serait le collier vert. Le premier de ceux-ci sort de terre, à l'emplacement de l'ancien hôpital militaire Hyacinthe-Vincent, véritable nouveau morceau de ville. De nombreuses opérations de construction, de logements ont été réalisées, et d'autres sont en cours ou à venir. Et si tout à l'heure je citais André Gervais, je voudrais citer le travail remarquable fait en la matière par Pierre Pribetich. Hyacinthe-Vincent, 534 logements, mais aussi Eudelet, près de 300 logements, le passage Jean Jaurès, 275 logements, l'éco-cité Jardin des Maraîchers, qui fait déjà couler beaucoup d'encre, 1500 logements, l'Arsenal, 1600 logements. Vous voyez, Madame Popard, nous pourrons bientôt loger tous ceux qui attendent enfin un toit. Le secteur de la construction, il faut le rappeler, représente près de 9000 emplois. Près de 9000 emplois au sein de l'agglomération. Cela représente une hausse de 1000 emplois en 10 ans. Ce n'est pas rien. Mais d'autres quartiers vont aussi sortir de terre d'ici à une dizaine d'années, 2020. Que ce soit à l'emplacement des anciens abattoirs ou sur les terrains encore libres le long de la rocade nord. Pendant ce temps, notre ville, notre agglomération, se sont dotés de grands équipements dignes du capital régional. Et oui, après la piscine, le Zénith, le nouvel hôpital, le grand stade, le grand campus et demain le tramway. Tout cela va conforter la métamorphose d'une ville qui, je le crois, ne doute plus de ses atouts et qui a, en quelques années, changé profondément de visage. Dijon se sent pousser des ailes. Et c'est bien. C'est pourquoi j'ai voulu, et même si ça déplaît à certains, avec tous les habitants de notre ville, que les réalisations qui ont été faites leur soient adressées personnellement à travers un livre que vous allez recevoir, D comme Dijon, qui retrace ces 10 ans de construction que nous avons fait ensemble. La capitale de la Bourgogne, qu'on qualifiait de belle endormie, s'est réveillée, au point d'afficher aujourd'hui sans complexe ses ambitions. Cette effervescence urbaine traduit en fait le dynamisme et la réactivité de la ville, de ses habitants, de ses associations pour répondre, et de ses entreprises, pour répondre aux enjeux économiques, écologiques et sociaux. Ceux d'aujourd'hui est mieux préparer ainsi la ville de demain. Une véritable métropole à taille humaine se bâtit sous nos yeux. La culture y tient toute sa place. Et ce soir, je vous promets que nous n'allons pas vous chanter la Traviata. Mais l'ouverture du puits de Moïse au public, la création d'un nouveau centre d'art contemporain remarquable par le consortium, la réouverture de l'église Saint-Philibert, la rénovation complète du musée des Beaux-Arts, la ville, la municipalité, nous ne ménageons pas nos efforts pour rendre toujours plus attractive notre belle cité des Ducs. C'est son patrimoine remarquable qui a permis à Dijon, c'est vrai, d'être labellisée ville d'art et d'histoire. Et la renommée de notre gastronomie, qui fonde en partie, il faut bien reconnaître, notre notoriété internationale, fait venir des touristes du monde entier dans notre belle capitale régionale et dans notre belle région, ne l'oublie pas. Américains, asiatiques, ils viennent ici chercher un certain art de vivre à la française, le temps de flâner dans nos ruelles et d'admirer les 97 hectares du secteur sauvegardé en suivant le chemin de la Chouette. C'est ainsi qu'ils ont été plus de 300 000 à passer par l'Office du tourisme de Dijon en 2011. Qu'il s'agisse de tourisme d'affaires ou de loisirs, Dijon, mesdames, messieurs, brigue la Ligue 1 et veut y rester. Situé aux côtés d'un prestigieux vignoble, les côtes de Nuits et de Beaune,
Nous sommes avec la ville de Beaune candidat à l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne à l'UNESCO. Ultime reconnaissance de la place de notre destination dans l'échiquier touristique mondial. À cet égard, dans le cadre de cette candidature, la Saint-Vincent tournante se déroulera pour la première fois à Dijon les 28 et 29 janvier prochains. Elle s'annonce tout à fait exceptionnelle. Pour cette occasion, le centre-ville sera entièrement piétonnisé, puisque nous attendons jusqu'à 50 000 visiteurs. Je souhaite, mais je n'en doute pas, un accueil des Dijonnais et de chacun d'entre vous aux couleurs de l'événement. Mais, assez parlé de Dijon, l'année écoulée égrène d'autres images, c'est vrai, du printemps arabe à la crise financière grecque, de la catastrophe nucléaire de Fukushima à la mort du colonel Kadhafi. 2011 a été riche en émotions et en événements. Comment ne pas revenir un instant, chers amis, sur le magnifique élan du printemps arabe qui est rentré désormais dans l'histoire. Il me vient à l'esprit le salut rétrospectif d'Hegel à la Révolution française. Ce fut, disait-il, un splendide lever de soleil. L'élan pour chasser les despotes, irrésistible de Tunisie, victorieux en Égypte et en Libye, la vague de fond traversant tout le monde arabe, ont effectué un splendide lever de soleil. Le surgissement impétueux, à partir de la jeunesse, comme d'habitude, d'une formidable revendication à la liberté et à la dignité, d'une répulsion radicale à la corruption, nous a montré de façon décisive, je le crois, que l'aspiration démocratique n'était pas le monopole de l'Occident, mais une aspiration universelle. Comme tout élan de liberté, il est un pari, et comme tout pari, il doit s'accompagner de stratégie, c'est-à-dire de souplesse et d'inventivité face aux obstacles, et il y en a. Il connaîtra certes des difficultés, mais il porte en lui, n'en doutons pas, un principe de génération et de régénération qui provoquera de nouveaux levers de soleil. Mes chers amis, nous pouvons être fiers, je le dis à chaque fois, d'être les enfants de la patrie des droits de l'homme. Et nous devons être fiers d'être les enfants d'un pays de liberté et de démocratie. Alors que la crise des valeurs républicaines inquiète profondément, je reste pour ma part persuadé que les Françaises et les Français sont profondément attachés à ces valeurs. J'ajouterai, en ce qui me concerne, à cette part de rêve, cher à Jaurès, ce rêve français qui débute avec la Révolution française, qui se prolonge avec la République, le Front populaire, le Conseil national de la résistance, la reconstruction de notre pays, et mai 81, dont nous avons fêté le 30e anniversaire. Qu'est-ce que le rêve français? C'est une certaine idée du progrès. Pas seulement la croissance, mais le développement humain. Pas seulement l'économie, mais l'écologie. C'est l'accomplissement personnel. Bien plus que l'égalité des chances, c'est l'égalité des capacités. Le rêve français, c'est une double confiance. Dans l'avenir d'abord, et dans la démocratie. C'est l'accomplissement de la promesse républicaine autour de l'école. C'est le respect de la dignité humaine qui permet à toutes les couleurs de peau d'être à égalité de droits et de devoirs. C'est l'affirmation des valeurs universelles qui fondent la nation française. Parce que la France, c'est une langue admirable, c'est une histoire vivante, c'est un patrimoine remarquable, c'est une culture dont nous héritons, dont nous avons le devoir, d'enrichir et de transmettre. Mais être français, c'est d'abord, je crois, et surtout, partager des valeurs, être un citoyen avec des droits et des devoirs, et vouloir construire ensemble un avenir commun. C'est, disait Renan, avoir construit de grandes choses dans le passé, mais surtout vouloir en construire de grandes dans l'avenir. Oui, je dois le dire ici, la France se définit d'abord par ses valeurs, celles des droits de l'homme et du citoyen, qui portent un message de respect et de tolérance. C'est la France de Montesquieu et de Diderot, la France de la Déclaration des droits de l'homme, de tous ceux qui furent ces défricheurs de la liberté. La France, c'est où ça devrait être, l'égalité, le modèle social qu'il apporte, égalité par l'école publique, égalité par la protection sociale, égalité par la redistribution. Ça reste un système de santé parmi les meilleurs du monde, une assurance chômage, une retraite qui doit rester décente. La France, c'est un pays où on ne doit laisser personne au bord de la route. La France, ne l'oublions pas, ce sont aussi des services publics.
la puissance publique au service de l'intérêt général. La France, et ça c'est ma conviction profonde, c'est le droit du sol, qui fait que toute personne qui naît et grandit en France est française. C'est une France accueillante et ouverte. La République s'honore chaque fois qu'elle élargit les conditions d'accession et de vote à celles et à ceux qui ont depuis longtemps fait le choix de résider dans nos communes. Vous connaissez ma volonté, et elle heurte des gens, je ne le veux pas, de permettre aujourd'hui aux étrangers en situation régulière, résidant dans une commune depuis plus de 5 ans, de voter aux élections locales, municipales. Nous pensons, je pense, que parce qu'ils vivent en France depuis des années, parce qu'ils ont souvent contribué à créer la richesse de notre pays, parce que leurs enfants, qui, ne l'oublions pas, naissent en France, sont français, selon la loi, grandissent ou ont grandi avec les nôtres, parce qu'ils participent à la vie de nos cités, parce qu'ils y payent des impôts. Les étrangers non communautaires en situation régulière doivent pouvoir voter aux élections municipales. Ce n'est pas une remise en cause des fondements de la République, c'est au contraire la traduction de la République que nous voulons, une République apaisée, qui ne cherche pas tous les matins des boucs émissaires. C'est la République des droits de l'homme que nous voulons, et celle de ces étrangers qui aiment la France. C'est en partageant davantage les responsabilités locales que l'on peut corriger, je le crois, la tentation d'un repli communautaire, ou même une ghettoisation des minorités. Ce que nous voulons, finalement, et la République s'honore à chaque fois, c'est créer un droit nouveau, la citoyenneté de résidence. Parce que la France, c'est la laïcité qui accueille toutes les religions. Je cherche mon Seigneur, il est là. Voilà. Toutes les religions, pourvu que la religion reste du domaine privé et qu'elle respecte le socle de nos valeurs communes. Comme disait Jaurès, démocratie et laïcité sont deux termes identiques. La République protège la liberté de croyance et de conscience et permet à chacun de l'exercer. Libre à chacun d'apporter sa réponse. Mais elle doit être personnelle, intime, tolérante. Elle ne saurait s'imposer aux autres consciences, ni se substituer à la loi des hommes. La France, c'est l'universalisme, finalement. Elle se conçoit comme porteuse d'une mission qui la dépasse en faveur de la coopération européenne internationale, en faveur du développement partagé et de la justice. S'affirmer français, c'est toujours en même temps se sentir un peu internationaliste. Il y a au cœur de la France quelque chose qui la dépasse. Elle n'est pas seulement une diversité, elle regarde aussi sans cesse par-dessus son épaule, vers les autres, vers le monde autour d'elle. Plus qu'aucune nation du monde, la France est habitée par une aspiration à l'universel. Être français, pour nous, c'est aussi être européen. C'est aussi parce que nous aimons la France, nous le disons, comme François Mitterrand et son pari pascalien. La France est notre patrie, mais l'avenir est notre Europe. L'Europe est notre avenir. Une Europe volontaire, mais une Europe différente, une Europe accueillante et solidaire. Être français, c'est vouloir construire notre avenir. Notre identité, mesdames, messieurs, n'est pas figée. Elle continue à se forger tous les jours, se réclamer chaque jour de sa devise, de la République, de ses valeurs, les faire vivre. Voilà ce qu'est la France. C'est cette idée simple et sublime qu'est née la République. La République, c'est notre bien commun. C'est ce qui nous fait vivre ensemble, nous respecter les uns les autres. C'est ce que les générations qui nous ont précédés, souvent dans le sang, nous ont légué du plus précieux et que nous avons l'obligation, nous aussi, de transmettre à notre tour aux générations futures. La France ne serait pas la France, finalement, sans la passion de la République, de ses valeurs et de ses principes. La France ne serait pas la France sans cette passion de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité, qui est le propre de la République, c'est-à-dire la compréhension, le respect et la solidarité. La République, c'est un idéal que nous n'avons pas le droit de trahir. Ce doit être une exigence politique, une exigence sociale, une exigence morale à défendre avec force et vigueur. C'est un projet de société, c'est un projet politique que nous avons le devoir de continuer et de porter ensemble. Mais il ne suffit pas de proclamer l'égalité pour qu'elle soit vivante. Parce que, permettez-moi de me poser la question, qu'avons-nous fait aujourd'hui de notre République? Peut-on encore parler de cette République que nous aimons, quand l'école n'a plus les moyens d'assumer son rôle,
c'est-à-dire de permettre à la fois la promotion individuelle et la réussite collective. Peut-on encore croire à la République quand la réussite scolaire et l'avenir professionnel dépendent plus seulement du mérite, mais d'abord du milieu social d'où on vient, du quartier où l'on habite, du nom que l'on porte, de la couleur de sa peau? Comment faire aimer la République à ceux qu'elle tient à l'écart? Depuis trop longtemps, l'idéal républicain, nous le trahissons en proclamant notre attachement, et je le fais moi-même, à une République formelle, sans nous soucier de construire une République réelle. Et celle-là, elle dépend de notre volontarisme républicain. Il n'y a pas de République réelle sans volonté de corriger les inégalités et de lutter contre les injustices. Comme le disait François Mitterrand encore une fois, chaque fois que je vois l'injustice et l'intolérance avancer, je pense que c'est la République qui recule. L'égalité républicaine, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité des droits et des devoirs, c'est l'égalité des personnes, c'est l'égalité des chances. Voilà. J'avance dans mon discours et je chemine tout doucement vers la fin. Beaucoup d'entre vous s'attendent sûrement à ce que je vous dise que l'année 2012, celle qui s'ouvre, soit une année utile pour la France. Eh bien oui, c'est même une année capitale. L'année 2012, mesdames, messieurs, ne doit pas être une année comme les autres. C'est une année où la nécessité d'agir pour notre pays devra rencontrer l'esprit de responsabilité et le désir de changement des Français. Oui, mes chers amis, et j'en terminerai par là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement des comportements. Nous voulons le changement pour être fidèles à nos valeurs. Nous voulons le changement pour que la République demeure vivante. Nous voulons le changement pour que plus aucun Français ne se sente étranger dans son propre pays. Nous voulons changer pour que nos enfants soient fiers de la France que nous leur laissons. Nous voulons le changement en 2012 parce que c'est une nécessité politique. Nous voulons le changement et tous ensemble, j'en suis sûr, nous allons le faire parce que le changement, c'est ici et maintenant. À tous et à tous, je vous souhaite, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2012. Voilà, c'est terminé pour le discours. Certains en sont peut-être satisfaits, d'autres pas, mais c'est fini. Par contre, la soirée ne fait que commencer, parce que nous vous invitons, même si chaque fois on me dit « mais que de dépenses, que de dépenses !» Eh bien oui, nous devons ça à celles et à ceux aux forces vives qui nous aident à construire le nouveau Dijon. Nous vous devons ça, et nous sommes fiers de vous l'offrir. On va prendre ensemble le verre de l'amitié. Merci.